Donc nous allons, pour terminer, entendre Luc Carton. Donc, Luc est philosophe, actuellement chercheur associé auprès de l'association Marseille-Lictet dont j'ai parlé le matin pour la démocratie culturelle. Il est aussi le vice-président de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg. Alors il nous soumet un titre qui est la co-émancipation, qui doit un peu résonner ici, je suppose, comme résistance à l'État social actif. On a déjà évoqué dans notre journée quelques éléments là-dessus. Et effectivement, le titre de Luc nous permet de ne pas oublier que le rapport à l'État est un élément central de la pratique, et Christine vient d'ailleurs d'en donner quelques exemples. Alors j'ajoute que Luc a aussi eu une carrière comme inspecteur de la culture et que donc dans le débat on aura l'occasion de l'interroger sur la manière dont l'inspection pourrait soutenir des pratiques de co-émancipation. Voilà, Luc, je te donne la parole. Merci. Merci Jean, et merci à Laza de m'avoir invité. J'ai déjà beaucoup appris aujourd'hui, et on va continuer. Donc, il y a un mot qui, pour moi, ressort de ce que j'ai entendu aujourd'hui, un mot clé, et un mot aujourd'hui qui fait à la fois problème et merveille. C'est le mot subjectivation. Comment subjectiver aujourd'hui ? Comment parvenir à devenir soi parmi les autres ? Et ce n'est pas qu'un problème de personnes en relation de handicap. Je préfère relation de handicap que situation de handicap. Ça va un peu plus loin. C'est pas que non, c'est notre problème à tous. Donc on est tous potentiellement aujourd'hui d'ailleurs sous proposition d'accompagnement. Le métier de coach a un avenir infini, absolument infini, puisque nous sommes tous en difficulté de subjectivation. Et donc, mon propos, en un mot, comme ça je ne l'oublierai pas tout de même, c'est très simple de dire la liberté est contagieuse, mais l'aliénation aussi. Et dans la relation de service, puisque c'est de cela dont on parle, dans la relation d'accompagnement qui est une relation de service, la liberté est contagieuse et l'aliénation aussi. Et aujourd'hui, les conditions structurelles sont réunies pour que l'aliénation soit plus contagieuse que la liberté. Et ça, ce contexte sociétal-là, ce contexte de politique publique-là, est ce qui fait problème de manière intime. Et donc, mon hypothèse, mon désir aussi, c'est que la co-émancipation, c'est-à-dire l'émancipation de la travailleuse, puisqu'elle est majoritaire, l'émancipation de la travailleuse et de la personne titulaire de droit qui est accompagnée et qui s'accompagne avec elle, la travailleuse, mon hypothèse est que la co-émancipation est nécessaire pour organiser la résistance par rapport à l'État social actif et plus largement que l'État social actif par rapport à des conditions d'aliénation et d'oppression ou de domination qui deviennent aujourd'hui structurelles dans notre société. Et donc, en 4 points. Premier point, le contexte global dans lequel nous situons notre réflexion est porteur de violences sociales aggravées. Le chauffeur de taxi, dans l'exposé de Lemaire tout à l'heure, le chauffeur de taxi, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui ? Eh bien, il lui arrive qu'il est ubérisé, le chauffeur de taxi, et en voie d'ubérisation. Et la voie de l'ubérisation, c'est la voie d'un contexte général dans lequel il va être difficile de rester sujet, parce que nous devenons tous potentiellement assujettis. Et assujettis est le contraire de la subjectivation. La généralisation de la compétition multiplie la hiérarchisation et les inégalités. Pour parler clairement, on est dans quelque chose qui ressemble au syndrome du Hazel. Il y a quelques bagarres en haut des gradins et la peur se répand dans les gradins. Et en bas, il y a un écrasement, il y a de la mort sociale. Mais vous remarquerez que dans ce mouvement de dégradation,
de dégringolade dans les gradins, chacun devient l'ennemi de l'autre. Et c'est ça, la subjectivation contraire qui se joue aujourd'hui dans les violences sociales, je dirais même le processus de déshumanisation dont nos camarades exilés sont les meilleurs exemples. Évidemment, c'est là que se joue une civilisation, c'est quand les acteurs communaux, régionaux, communautaires et nationaux ne parviennent pas à se dire qu'est-ce qu'on va faire de 350 personnes qui vont connaître la fermeture d'Ulysse dans les heures ou les jours qui viennent. Ça, c'est un abîme de civilisation. Et cet abîme de civilisation, c'est pas, je n'en parle pas ici comme un décor. Ça se joue, il va se jouer dans les interstices dont Emeline parlait tout à l'heure. Donc le macro, il réticule dans le micro. Et si cette déshumanisation a lieu là en haut, elle se joue dans notre quotidien. Voilà pour le 1. Le 2, c'est l'état social actif. Je me souviens, en 2000-2001, j'étais impliqué dans la négociation de la réforme du Minimex de Van de la Notte et Onkelings. Et il y a une phrase que j'ai réussi à éradiquer de ce projet, qui était la phrase suivante. C'était le jeune, parce que c'était pour la fraction jeune des Minimexés, le jeune n'aura pas le droit de discuter le projet personnel qu'on lui aura attribué. Vous entendez ? Le projet personnel qu'on lui aura attribué. L'état social actif est synthétisé, est croqué dans cette phrase. C'est un procès en fabrication d'une subjectivité assujettie. Et c'est donc cela qui, aujourd'hui, se joue par contagion dans la relation de service. La transformation perverse du droit en obligation, le défaussement sur la personne individuelle de responsabilité sociétale en matière de respect des droits fondamentaux. Je cite les pages 60 à 70 de l'ouvrage de Jean Blairon et Jacqueline Fastrez, dont je vous recommande très chaleureusement la lecture, en particulier ces 10 pages-là. Donc le troisième point. Le troisième point, c'est la mise en risque, dans ce contexte, de la relation d'accompagnement. Donc on est passé du macro au méso, et maintenant on entre dans le micro. Et dans le micro, il se passe que les souffrances sociales sont comme mutables, c'est-à-dire qu'elles se transmettent. Et que dans le vécu des travailleuses et de quelques travailleurs, des services d'accompagnement aujourd'hui, ces souffrances viennent des personnes dont on parle, des personnes titulaires de droits sociaux, et remontent vers les travailleuses et quelques travailleurs. Et ce remontage, cette ascension, cette transmission des souffrances menace le travail. Elle menace quoi ? Elle menace la subjectivité, la subjectivation, la capacité d'être sujet dans le travail. Donc elle menace fondamentalement la liberté. La liberté. La liberté du travailleur, de la travailleuse, comme la liberté de la personne accompagnée, que je préfère décrire comme personne titulaire de droit. Cette menace est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle va conduire à un double burn-out, comme dit Pascal Chabot dans Global Burnout, ouvrage dont je vous recommande très chaleureusement la lecture, et qui montre à quel point, alors même que nous sommes dans une société infiniment cultivée, on passe son temps à décerveler le travail, c'est-à-dire à l'empêcher d'être cultivé. Et donc pour cela, pour éviter cela, pour pallier ça, il faut organiser la résistance. Et la résistance se fera par votre force et par leur force. Mais si je dis cela, je vous renvoie à une prescription qui elle-même est dangereuse, qui est de
vous renvoyez la responsabilité à vous, individu au travail, ou à vous, individu titulaire de droits sociaux, de mener la résistance. Alors il manque un acteur dans cette affaire. L'acteur, c'est l'association. C'est l'association dans laquelle et les travailleuses et les usagères et usagers et les titulaires de droits peuvent faire conjonction et résistance. Et c'est là, dans l'association, qu'il est possible d'imaginer la puissance d'agir, la puissance de la démocratie culturelle, c'est-à-dire la puissance de se dire et de faire en sorte que la démocratie soit habitée par nos processus de subjectivation, que j'appellerais alors, c'est un mot qui n'a pas été prononcé aujourd'hui, mais que j'adore, après Paul Ricoeur, mais pas celui de Macron, l'autre, le pouvoir d'interpréter. Je crois que dans les interstices dont Emeline parlait si bien, se joue l'interprétation. Et c'est quoi l'interprétation? Mais c'est le sens que l'on donne, que l'on tente de donner à une situation. Alors le flou dont on parlait est là tranché. Parce qu'on ne peut pas rester dans le flou, donc il faut interpréter ce qui se joue là. Et donc j'en termine. La co-émancipation des travailleuses et des titulaires de droits. Épaulée, plus qu'épaulée, conduite par, pour et avec, je suis tombé, leur association, c'est ce qui peut permettre de remonter en conflit par rapport à l'état social actif. Et alors, cette association, par exemple, ce SAC, cette mise à sac, ce service d'accompagnement, cherchera des alliés lui-même pour ne pas en rester là. Et là, on a en Belgique un des plus beaux décrets qui soit au monde, qui est le décret qui soutient l'action d'éducation permanente dans la vie associative. Ce décret impudent et imprudent de 1976, devenu le décret de 2003, est devenu le décret de 2018, modifié. Ce décret, il institue le fait que l'État soutient et reconnaît d'utilité publique la production sociale, associative, d'une critique culturelle, sociale, économique et politique du désordre établi. Et donc, que les services d'accompagnement prennent alliance avec ce monde-là, est bien la moindre des choses. Et puis ces alliances sont sans fin, puisque quelque part, ce monde qui met en difficulté la subjectivation et cet état social actif aujourd'hui joue un jeu de massacre social et de massacre culturel dont nous ne pouvons sortir que par la résistance. Et je vous remercie de votre écoute.